freins peuvent se présenter de deux façons différentes et être très reliés à ces deux marchés. Pour la partie chemin de câble métallique, ça s'explique surtout par des habitudes de pause pris depuis que ces produits existent, je dirais principalement suite à la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'on a dû reconstruire la France, et également par un souci de stockage. De stockage parce qu'on utilise des pièces de forme qu'on appelle accessoires aujourd'hui de dérivation, peut-être demain les composantes de dérivation, qui sont des pièces qui peuvent prendre énormément de place, tout simplement. Pour la partie conduit souple, en revanche, euh, on a vu que malgré le fait que la pose de bouchons de cloisonnement sur les boîtes de dérivation soit intégrée, à la fois dans la NFC 1500 ou dans la RT 2012, pour les installateurs, ils ont un peu des difficultés à s'approprier la pose de ce composant, soit par, on va dire, la sensation de prendre plus de temps, ou alors à l'appréhension quant à la difficulté de percer le bouchon et de gérer, on va dire, la maintenance du bâtiment par la suite. Alors que ce bouchon, aujourd'hui, si on prend on va dire son utilité quant à sa parfaite étanchéité à l'air et au bruit, il n'empêche rien, ni dans l'évolutivité de l'installation, bien au contraire. Merci beaucoup pour ce retour, donc vu côté distributeur. On va continuer donc avec d'autres témoignages ce matin, des témoignages terrain. Alors, on n'a pas pu se déplacer sur site, mais on vous a fait venir le terrain à vous. Alors, on a 3 intervenants pour nous apporter cet éclairage sur l'état des pratiques des installations de cheminement de câbles. Et pour commencer cette séquence, je vais proposer à Bruno Gendron, donc, qui est expert technique au Consuel, de nous rappeler en 2 mots d'abord les missions du Consuel. Bruno, la parole est à vous. Oui, bonjour à toutes et à tous. Le Consuel, c'est le Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité. Nous sommes agréés par les pouvoirs publics pour le visa des attestations de conformité. Et préalablement à ce visa, Consuel effectue des visites sur site par sondage et échantillonnage. Cela représente environ 200 000 visites annuelles. Nos vérifications portent sur la sécurité électrique des installations. Et je tiens à rappeler que Consuel est un organisme neutre et indépendant, à la fois vis-à-vis du propriétaire d'un immeuble et vis-à-vis de l'auteur des travaux d'installation. Merci Bruno. Alors concernant le sujet d'aujourd'hui, à savoir le cheminement de câbles et leurs composants, quels sont les points de contrôle effectués lors des visites et qu'encourt l'intégrateur électricien en cas de non-conformité? Alors, ce que je vais expliquer se rapporte à des goulottes, des moulures, des tubes, des conduits contenant des conducteurs isolés. On peut distinguer 2 cas de figure. D'une part, pour les installations électriques neuves ou rénovées en totalité, ou encore les nouveaux circuits d'une installation existante, notre référentiel de vérification est la norme NFC 1500. Et Consuel vérifie la présence et la mise en œuvre correcte des composants. D'autre part, pour les installations existantes, dans le cas d'une mise en sécurité, notre référentiel correspond dans ce cas aux 6 exigences minimales de sécurité électrique définies par le Code de la construction pour les diagnostics électriques. Ces 6 exigences minimales sont détaillées à la fois dans la norme NFC 600 dans le guide d'installation électrique des bâtiments et dans le guide des installations. Peut-être Bruno, je vous propose de couper votre caméra parce qu'on a un problème de son qui passe pas très bien. Donc, ça sera peut-être mieux si vous coupez votre caméra. Je suis désolée. Merci. Est-ce que vous souhaitez que je reprenne? Non, 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 c'est bon. Là, vous pouvez continuer, on vous entendait, mais c'était un petit peu haché et là, le son est bien meilleur. Très bien. Donc, en mise en sécurité, donc, Consuel vérifie que le degré de protection IP3X est respecté, c'est-à-dire concrètement que les conducteurs isolés ne sont pas visés. Si l'un de ces points de vérification n'est pas respecté, alors il s'agit d'une non-conformité qui entraîne une demande de modification adressée à l'intégrateur électricien qui, bien sûr, devra confirmer que la modification a bien été faite avant que nous procédions au visa de l'attestation.
Pour les goulottes, le consuel vérifie qu'un outil est nécessaire pour ouvrir leur couvercle. Pour les GTL, la protection mécanique des conducteurs soit assurée jusqu'à leur pénétration électrique, et bien évidemment, nos vérifications portent également sur la nécessité d'un outil pour ouvrir leur couvercle. Dans tous les cas, que ce soit goulotte, GTL, moulure, tube ou conduit, Consuel vérifie le respect des degrés de protection requis par l'emplacement où ces éléments se trouvent. Là encore, si l'un de ces points n'est pas respecté, il s'agit d'une non-conformité qui entraîne une demande de modification adressée à l'intégrateur électricien qui doit confirmer que l'anomalie a été levée. Une précision, dans le cas de goulotte, tube ou conduit qui contiendrait uniquement des câbles, la mise en œuvre des composants n'est pas vérifiée par Consuel. Pourquoi? Car dans ce cas, c'est la gaine extérieure des câbles qui assure leur propre protection vis-à-vis des influences externes. Enfin, en ce qui concerne les chemins de câbles, Consuel les rencontre principalement dans les parties communes, les services généraux des bâtiments collectifs d'habitation, et nous vérifions leur mise à la terre correcte, bien évidemment, lorsqu'elle est requise. Mais Consuel ne vérifie pas leur tenue mécanique qui reste de la responsabilité de l'intégrateur électricien. Un point important de manière générale, c'est lorsque une disposition de la norme NFC 1500 n'est pas vérifiée par nos services, cela ne dispense pas l'auteur des travaux de la respecter. Et j'insiste sur ce point, en complétant et en signant l'attestation de conformité Consuel, l'intégrateur électricien s'engage à avoir réalisé une installation électrique conforme aux prescriptions de sécurité en vigueur. Merci pour ces rappels, Bruno. Effectivement, en faisant vos visites, vous trouvez forcément quelques anomalies. Est-ce que vous pourriez nous faire un top 3 des anomalies les plus courantes? En synthèse, 3 non-conformités méritent d'être soulignées, sur lesquelles il convient d'être vigilant. D'une part, l'absence de composants sur une goulotte pour assurer la continuité de la protection mécanique. Autre exemple, un degré de protection insuffisant contre les chocs mécaniques, typiquement au niveau d'un conduit dans un parking, lorsqu'on est à moins de 90 cm du sol. Et enfin, une continuité à la terre défaillante d'un chemin de câble. Merci beaucoup. J'aimerais faire réagir maintenant Laurent Bigny en qualité justement d'intégrateur électricien à propos de ce qu'on vient d'entendre. Bonjour à tous. Respecter les règles de l'art et les normes sont la base de notre métier et donc une obligation. Il n'y a pas de question à se poser fondamentalement. Quand les composants sont nécessaires pour assurer la sécurité, il faut les installer. Cependant, il est à noter que dans certains cas, ce n'est pas une obligation. Par exemple, pour un angle fermé, on ne peut exiger un composant si l'on respecte les degrés de protection adaptés à l'environnement dans lequel on installe le CMS. C'est un cas de figure récurrent et qui est validé par Consuel. Cependant, il est nécessaire de rappeler que nous sommes aussi dans l'obligation de respecter un certain nombre de textes réglementaires qui ont trait à la sécurité des biens et des personnes, tels que pour les lieux de travail, le Code du travail, et notamment l'article 42.15.15, ou encore pour les logements, l'arrêté du 3 août 2016, ainsi que les textes européens portant eux aussi sur la sécurité des personnes. Je pense qu'il faut bien distinguer au niveau des entreprises et ne pas toutes les mettre dans le même panier. Pour celles qui ne sont pas qualifiées, il est sans doute utile, voire nécessaire, de faire de la pédagogie et de rappeler les règles de l'art ainsi que les obligations du respect des normes. Mais comme vous le savez, ce n'est pas le cas des adhérents de la FFIE puisqu'ils sont tous qualifiés. Ceci ne voulant en aucun cas dire que les non-adhérents de la FFIE ne sont pas qualifiés et qu'ils ne savent pas respecter les règles de l'art. Je vous remercie de votre attention. Merci pour cette réaction, Laurent Bigny. Et Florence Delettre évoquait en introduction donc, la performance des réseaux de communication également.
Nous avons ce matin donc Didier Caz, qui est directeur des relations externes chez Orange et rapporteur pour Objectif Fibre. J'ai l'impression que le raccordement à la fibre optique des clients est un marché en plein boom. Et on voit qu'on en a besoin de cette très bonne connexion. Mon impression est-elle bonne, Didier? Et où en sommes-nous quant au déploiement du raccordement? Oui, bonjour à tous. Et en effet, c'est bien ça le sujet. C'est-à-dire que quelque part, il a échappé à personne que le 21e siècle, et notamment ce début du 21e siècle, c'est un grand tournant. Et c'est le premier grand chantier qui a été lancé sur la France, c'est l'accès au très haut débit. Alors, tout ça est clairement encadré, mais l'ambition est énorme, puisqu'il y a des points d'étape, comme en 2020, tout le monde devrait pouvoir avoir au moins du 8 mégas chez lui, en 2022, au moins du 30 mégas, et 2025, avoir plus de 100 mégas accessibles chez lui, où qu'il soit sur l'ensemble du territoire, les îles comprises. Alors, je voulais simplement vous rappeler où c'est que nous en sommes, c'est que fin 2019, nous étions déjà à 18 millions de lots déjà équipés. 32 millions et demi étant l'objectif en 2022 et 41 millions l'objectif à 2025. Rien que pour vous dire que ça avance et même en cette période difficile, les résultats à fin juin montrent qu'on a dépassé les 20 millions, 20 millions 8, donc déjà au juin 2020. Donc c'est un chantier qui avance assez vite. Merci Didier. On a une petite question très technique sur le chat là. À quand la suppression de la colonne cuivre? Alors, la suppression de la colonne cuivre, justement, elle a été programmée en premier temps pour l'immobilier neuf, dès lors où les projets immobiliers neufs se feront sur des zones déclarées, zones fibrées par l'État. Et ensuite, pour ce qui est le parc existant, ça viendra progressivement. En premier temps, il y aura l'arrêt du RTC qui est donc analogique, qui est donc programmé donc à partir de fin 2023, région par région, enfin tout ça. Et petit à petit, il y aura donc ce transfert où le cuivre va s'éteindre progressivement. Mais bon, il faut avant tout arriver, peut-être le slide suivant le montre, aux objectifs d'abonnement, puisque à fin 2019, 7 millions sur les presque 20 millions de raccordables étaient raccordés précisément sur de la fibre. Il y a un objectif de 26 millions en 2025. Et donc, petit à petit, sur ce rythme de plus de 4 millions par an de nouveaux abonnés, eh bien, on arrivera à faire que le cuivre va s'éteindre progressivement et qu'il disparaîtra de nos colonnes montantes. Donc, c'est plutôt un marché des 10 prochaines années. Et donc, il faut être un tout petit peu patient, même si on y est déjà dedans, quoi. Voilà, mais c'est quand même des gros volumes qui nous attendent, sur lesquels il faut travailler. Moi, j'ai envie de vous demander aussi, quel est le top 3 des anomalies les plus courantes que vous trouvez ou que vous pouvez constater dans le cadre du raccordement à la fibre? Alors, vous me voyez, je souris et tout ça, mais enfin, le top 3 donc dans le mode de travail, parce que justement, il y a le musée des horreurs sur le sujet, et tous les jours, je rencontre quelqu'un qui a eu un ami ou une mauvaise expérience, y compris les personnes que je croise, et je dis, mais ouais, si vous savez, c'est bien le très haut débit, mais voilà ce que ça a produit chez moi. Et en effet, quand on se balade, ou qu'on se balade, parce que moi je veux dire, voilà, j'ai une portée nationale et même internationale, donc automatiquement, je vois souvent les choses qu'on voit sur les façades, des câbles qui ne sont pas fixés, des câbles qui n'ont pas été posés dans ce qu'on va dire les règles de l'art, en suivant des parcours rectilignes et tout ça. On voit aussi dans les parties communes d'immeubles des trous qui ont été faits pour passer un câble et qui n'ont pas été rebouchés, parce que bon voilà. Et on voit dans l'installation, à l'intérieur des logements, des installations comme la photo de droite, très, très régulièrement, où par facilité, le câble, on l'a fait rentrer en perçant une huisserie, parce que c'est plus facile à percer un peu de bois que de percer un mur. Et ensuite, le câble, il se balade voilà, un peu n'importe comment dans le logement. C'est clair que l'absence d'esthétisme et de performance est souvent flagrant, le parcours des câbles qui n'est pas très conforme, tout ça nous amène à avoir des conflits
des conflits au quotidien avec les collectivités locales, avec les architectes et bâtiments de France, avec les particuliers eux-mêmes qui ont vu arriver cette fibre chez eux et qui ne correspond pas à un chantier d'ampleur. Et pourtant, voilà, on ne retient que l'éclat et tout ça. Et le coût final pour l'opérateur, pour les opérateurs, quels qu'ils soient en la matière, eh ben, c'est 2 à 2 fois et demi le coût initial. C'est-à-dire que par rapport à un coût réel d'un branchement, d'abord, je passe par un chaos. Souvent, je n'arrive pas à mes fins, donc j'ai fait perdre du temps à mon client. Et en plus de ça, je dois réintervenir une deuxième fois, voire une troisième fois. Donc il faut il faut qu'on règle tout ça. Alors maintenant qu'on vient de voir effectivement ce qu'il ne fallait pas faire et les enjeux du mieux faire, quelles bonnes pratiques de cheminement de câble à respecter lors du raccordement? Et si vous voulez repasser aux principales typologies, il n'y a pas de problème, je peux remonter Oui, aussi. tout à fait, parce que je pense que c'est la bonne introduction. C'est une bonne introduction à la difficulté des chantiers. C'est-à-dire que le raccordement, ce qu'on appelle le raccordable, donc amener le très haut débit au plus près du logement, c'est fait assez bien et se pratique assez bien. Et on arrive donc à nos fins avec des objectifs, en gros, de terminer en 2020, 2022. On a des échéances claires sur le sujet. Par contre, les derniers mètres sont beaucoup plus complexes et appellent à avoir du savoir-faire, certes, mais beaucoup de savoir-être aussi. Pourquoi? Parce que tout simplement, les points de branchement, d'où on part pour finir dans le salon du client, eh bien, ça peut partir d'un point de branchement qui va se retrouver dans une gaine technique à l'intérieur des parties communes d'un immeuble, mais ça peut être aussi à partir d'un point de branchement sur une façade, ça peut être aussi d'un point de branchement sur un poteau ou d'un point de branchement situé dans une chambre souterraine. Et donc ça génère des pratiques différentes, des mises en œuvre de chantiers bien différents pour ne serait-ce que le respect de la sécurité de tout un chacun dans l'exercice de son travail, mais aussi de prendre en compte l'esthétisme, de prendre en compte la sécurité et tout ça. Et donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus complexe et ça demande beaucoup plus de finesse en matière de ce qu'on attend du technicien qui va intervenir chez le client final. Et là, on en arrive donc au slide. Voilà. Alors, quelques cas. Bon, je vous dirais qu'aujourd'hui, nous sommes avec la plateforme Objectif Fibre, donc qui regroupe l'ensemble des opérateurs, mais aussi beaucoup d'industriels et d'installateurs. Nous sommes en train de collecter les bonnes pratiques. Et à partir de ces bonnes pratiques, écrire un guide. Et là, je vous ai fait un extrait de 4 idées, mais il est plein de choses, plein de solutions sur lesquelles nous sommes tous opérateurs confondus d'accord à appliquer et à faire appliquer. Mais idem avec les installateurs derrière. Alors, l'extrait que j'en ai fait, c'est d'abord le cheminement sur les façades. C'est ce qui se voit le plus. On se balade dans les rues et on voit des câbles qui se baladent, tout ça. Il n'y a pas que les câbles de la fibre optique, il y a les câbles du passé. On a construit d'abord le réseau en cuivre, donc sur lequel il y a le RTC encore. Bon, c'est parfois un peu malheureux de voir des câbles qui ne sont pas fixés, des câbles qui vont au plus court, des choses comme ça sur lesquelles on nous reprend chaque fois que la collectivité nous interpelle, que le syndic nous interpelle, ou ainsi de suite. Et donc là, il y a des choses, des recommandations précises que vous retrouverez, le fait que ce soit fixé tous les 50 cm et tout ça. Il y a un autre sujet aussi sur lequel on attache une forte importance, c'est quand je rentre dans les parties privées, et donc je rentre à l'intérieur d'un logement, je rentre dans le plus intime de tout un chacun. Et donc, je dois respecter l'habitat, je dois respecter ce qui se passe dedans. Et donc, quand je fais un percement, il faut que ce soit fait avec les bons outils, telle façon de respecter les matériaux qui sont. Est-ce que c'est des cloisons légères? Est-ce que c'est du béton ou est-ce que c'est de la brique? Tout ça, je travaille dessus et je mets en place un percement dans les règles de l'art dans lequel, à la fin, ça se verra quasiment pas et ça s'intégrera très bien dans le là. Il faut tenir compte que ces traversées de murs, de cloisons, il faut que ce soit fait, qu'il soit en plus fait avec des conduits non propagateurs de flammes et voilà, et que tout soit fait comme on dit, dans les règles de l'art, comme si on l'avait fait soi-même. Donc après, il y a dans le slide suivant, d'autres choses qui attirent un peu l'attention, c'est la fibre.
Alors, c'est beaucoup moins fragile que ça pouvait l'être il y a quelques années. On est arrivé à un niveau de performance aujourd'hui où on peut avoir des rayons et de courbures qui sont intéressants, puisque on arrive ils sont inférieurs à 15 mm. En gros, c'est moins qu'une pièce enfin, c'est autour d'une pièce de 2 euros, quoi, hein, en gros. Hein. Donc, automatiquement, vous voyez, on arrive à faire des angles assez près, assez bien. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de faire de grands parcours sur un mur parce qu'on ne sait pas, on n'ose pas la courber. Après, tout à l'heure, côté, j'ai déjà entendu, c'est tout ce qui est transition aéro-souterraine, utilisation de goulottes et choses comme ça. Et ça, c'est relativement important parce que la transition aéro-souterraine, tous les jours, quand je me balade dans certains villages ou autres, je vois des choses, un câble qui descend d'un poteau. Et qui va rentrer ensuite ou qui sort du souterrain et qui va rentrer dans un pavillon ou dans un immeuble et il n'est pas protégé. Ces câbles ne sont pas protégés. Alors parfois, certains les protègent avec des demi-goulottes en plastique, mais c'est même pas bon parce que je veux dire, quand une voiture recule ou voilà, fait quelque chose autour de ce poteau, ben, tout s'écrase et en plus, beaucoup de ces goulottes ne tiennent pas aux UV et tout ça plus tard, donc il faut utiliser des goulottes plutôt métalliques et tout ça. C'est de la mise en œuvre donc précise, chirurgicale, qui nécessite un temps de travail et qui valorise à la fois l'image aussi du produit qu'on amène, qui est extraordinaire, mais qui a en même temps, ça valorise aussi le travail. Ça ne peut pas se faire à la va-vite. Voilà. Merci Didier. Et puis pour tous ceux que ça intéresse, rendez-vous d'ores et déjà le 8 décembre pour la présentation du Tout guide à fait, nous Objectif vous Fibre. attendons. Oui, tout à fait. Moi, je reviens donc un peu sur mon grand témoin de la matinée avec Laurent Bini. On vient de voir que l'on avait bien besoin de respecter les règles de l'art dans le cadre du raccordement à la fibre des usagers. À nouveau, quelle réaction avez-vous sur ce sujet? Eh bien, écoutez, la FFIE participe aux travaux d'Objectif Fibre et nous soutenons absolument la mise en œuvre et la vulgarisation de ces bonnes pratiques. Néanmoins, soyons réalistes. Vu les prix auxquels ces marchés sont sous-traités par les opérateurs, il est sans surprise que la qualité ne soit pas toujours au rendez-vous. Bien évidemment, les intégrateurs électriciens sont en capacité de faire des offres pour un raccordement de qualité et plus largement pour la création d'un réseau de communication interne au logement. Mais quel est le client qui est prêt à le faire et à payer ce prix complémentaire alors qu'il a déjà l'impression d'avoir payé l'intégralité d'une prestation qu'il est en droit d'espérer qualitative pour le très haut débit auprès de son opérateur? On a sans doute un travail collectif à faire en la matière. Le développement de la vie numérique devrait nous y aider. En tous les cas, vu les chiffres matériels du marché potentiel, c'est à mon avis très pertinent d'essayer. Il est cependant nécessaire de rappeler à tout un chacun que nous ne sommes pas des poseurs de matériel, mais des installateurs qui fournissent des prestations en fourniture et pose, et que nous sommes des clients. Merci. Merci beaucoup. Alors moi, je voulais un petit mot en réaction. Didier, vous avez été un petit peu interpellé en tant qu'opérateur. Comment vous réagissez là-dessus? Alors, je pense que je vais bien réagir. Du moins, en essai, c'est que justement, avec la plateforme et en même temps l'ARCEP aussi et tout le monde a bien pris la mesure de la chose. C'est tous ensemble que nous devons justement veiller à ce que, en effet, le travail soit bien rémunéré, qu'on accepte qu'il faille y passer 3 heures et non 1h50 ou 2h05 sur un raccordement. Et donc, il faut, ce que je disais tout à l'heure, un peu valoriser l'acte. Après, le côté interpeller le client final aussi. Le côté du client final, évidemment, il faut qu'il accepte aussi peut-être de payer. Parce qu'à un moment donné, il faut que quelqu'un paye. Tout le monde en devra payer. Je veux dire, nous, opérateurs, on est prêts à payer peut-être un peu mieux certaines prestations, mais en même temps, il faut que le client final soit prêt à payer le juste prix de la prestation qui est à la clé. Donc, c'est un travail où je pense tous ensemble, nous devons nous emparer de tout ça, de justement faire passer les bons messages. C'est pas une question de dire, bah, si je suis pas assez bien payé, je fais pas du bon boulot et donc ça, voilà, c'est le musée des horreurs. Mais je pense qu'il faut rendre ça positif pour valoriser le travail et l'acte
à faire par rapport à l'enjeu qu'il y a à la clé. L'enjeu est, tout le monde est d'accord pour dire le télétravail, c'est super, il faut faire des choses, mais il faut s'ouvrir aussi à en payer le prix. Et donc, je pense que c'est pas que politique, c'est tous ensemble où on réussira, c'est-à-dire en mettant les installateurs, les opérateurs, les donneurs d'ordre et les associations de consommateurs ensemble autour d'une même table pour dire, ben oui, l'accès au très haut débit, ça va bien. Il y a d'autres pays qui l'ont fait. Je veux dire, on fait partie des pays où on offre des services le plus bas possible. C'est peut-être pas la bonne solution. Donc là, moi, je vous Bon, moi, propose. j'oublie pas dans la chaîne. J'oublie Excuse-moi, pas dans la Sophie. chaîne de valeur. Oui. Excuse-moi, je voulais compléter un peu et proposer que les industriels aussi, et entre autres le CMS, s'assoient autour de la table Bien pour sûr. proposer des offres de canalisation et de cheminement cohérentes et en adéquation avec le besoin et l'usage. Tout à Donc, fait. créons tous autour ensemble de la valeur, parce que le client final, c'est bien le consommateur et il faut qu'on lui crée une propension à payer cette qualité, effectivement, qu'on appelle tous de nouveau sur ce marché qui est en fort développement, au moins pour les 10 prochaines années. On continue donc sur ce message de notre conférence qui est effectivement longueur et composant une association gagnante. Et donc, pour aller au-delà des participants de cette conférence, Promotelec et Ignes ont préparé une campagne de sensibilisation donc au cheminement de câbles et aux composants. Et donc, c'est à Monique Simao, qui est responsable marketing chez Iboco Ager Group, qu'on a confié le soin de nous la présenter. Merci Anne-Sophie et bonjour à tous. En effet, pour lancer cette campagne, nous avons pensé qu'un film serait plus instructif que 1000 mots. Je vous propose donc de découvrir un extrait. Il n'y en a pas le son. Alors normalement, nous avons du son, effectivement. On l'a pas. Alors, attends. Non, mais c'est pas grave. Je tente juste une petite manip vite fait. Et puis, si ça marche pas. Non, on a fait appel à voilà. un réalisateur de films hollywoodiens. Dommage qu'on. Bravo. Mais il bouge pas. Il bouge pas. Si, ça fonctionne. Si, ça va. Ça fonctionne. Ça va être la source de stress à venir, la connexion Internet et son bon fonctionnement. Ben, si le réseau est bien cheminé, ça doit bien marcher. Ce sera de plus en plus le cas. Alors, vous venez donc de voir une des thématiques traitées, l'évolution de l'installation, même si c'était parfois assuré. Nous avons également développé des vidéos autour de 3 autres thématiques, que sont la sécurité, la performance, l'optimisation du temps et du budget pour l'installateur. Ces vidéos seront relayées par les fabricants, bien sûr, par les distributeurs et l'ensemble des partenaires de la filière, sur différents canaux que sont les sites Internet, les téléviseurs des distributeurs et bien sûr les réseaux sociaux. En complément, nous avons également conçu une brochure. Vous y découvrirez les bonnes pratiques en matière d'installation électrique. Vous avez pu en avoir quelques extraits dans les slides tout au long de cet événement. Et vous y découvrirez aussi des verbatims des partenaires. Cette brochure en version digitale et en version papier est disponible auprès des fabricants, des distributeurs et des partenaires, là encore. Et peut être mise à disposition de tous. Donc, vous l'avez compris, le lancement de cette campagne commence dès à présent sur les réseaux sociaux, les sites internet de nos partenaires en version digitale comme en version papier. Une campagne de presse doit également avoir lieu en octobre pour accompagner ces actions. Petit aparté, si d'autres partenaires souhaitent se joindre à cette campagne, c'est avec plaisir qu'Inès vous fera suivre les éléments. Merci beaucoup Monique. Alors on va pouvoir passer à un petit temps de questions-réponses un peu plus, même si on a déjà essayé de répondre au fil de l'eau aux questions du chat. Alors pour commencer ce temps de questions-réponses, je voulais vous proposer d'aller rue Béranger pour trouver un autre partenaire de cette campagne, qui est Luna 3E Capem, avec son président, Christophe Bélanger. Christophe, je te laisse réagir. Bonjour à tous.
Naturellement, Luna 3E est satisfait de cette démarche, de cette plaquette. Je pense que cette campagne va aider à la prise de conscience de l'utilité des composants dans la performance de ces solutions. Pour l'installateur, toutes ces solutions que nous avons vues depuis près de 45 minutes permettent d'augmenter l'offre auprès de notre client et donc, naturellement, de générer du chiffre d'affaires supplémentaire. Il faudra faire attention lors de notre devis de bien chiffrer l'ensemble des longueurs et des composants et estimer naturellement le plus juste notre temps pause. Au-delà de l'aspect des règles de l'art, on l'a vu avec Bruno Gendron, qu'on doit naturellement travailler suivant les règles de l'art, l'intérêt à poser du cheminement de câbles et des composants pour nos installateurs et pour nos clients, c'est l'optimisation des chantiers. Au niveau esthétique, au niveau du gain de temps, au niveau de l'optimisation des sections, et naturellement, pour finir, l'évolutivité et la maintenance de nos installations. Pour conclure, Luna 3E Capet que je préside fera naturellement la promotion auprès de ses adhérents de cette campagne. Et je pense qu'utiliser ces solutions ne peut que valoriser notre métier d'électricien. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Christophe, pour cette réaction. On avait donc 2 questions auxquelles on n'avait pas répondu dans le chat qui concernaient l'intervention de M. Gendron. Donc, je vais vous les rappeler, comme ça je vais vous laisser préparer votre réponse, M. Gendron, sur effectivement comment est contrôlée la mise à la terre du cheminement de câble. Faut-il une liaison sur la longueur totale? Yes. Donc ça, c'était la première question. Et la deuxième question, c'est effectivement, vous avez évoqué les 6 points de sécurité et vous en avez peut-être cité que 3. En tout cas, la personne n'en a retenu que 3. Donc peut-être rappeler les 6 points de sécurité. Oui, très bien. Alors, vous m'entendez? Tout à fait. Très bien, merci. Donc, par rapport à la première question concernant la mise à la terre correcte d'un chemin de câble, avant toute chose, cette mise à la terre n'est nécessaire, nous la vérifions que lorsqu'elle est requise. Au plan de la sécurité électrique, elle est requise lorsque les canalisations qui se trouvent sur le chemin de câble ne sont pas ce qu'on appelle, ne présentent pas une isolation équivalente à la classe 2. C'est-à-dire lorsqu'il risque de se produire un défaut d'isolement au niveau du chemin de câble qui pourrait porter le chemin de câble à un potentiel électrique dangereux pour les personnes. Concrètement, la vérification porte d'une part sur la vérification visuelle des connexions électriques du chemin de câble à la terre. Donc la continuité de la mise à la terre doit être réalisée sur l'ensemble de la longueur du chemin de câble. Et Consuel vérifie, comme toute mise à la terre d'une masse électrique, elle vérifie qu'il y a une continuité électrique inférieure à 2 ohms entre le chemin de câble et, selon les règles, le point le plus proche de la liaison équipotentielle principale du bâtiment. Par rapport à la deuxième question concernant les 6 points de mise en sécurité, alors effectivement, je ne les ai pas explicités lors de mon intervention de tout à l'heure. Donc ces 6 points, comme je disais, sont définis par le code de la construction et de l'habitation pour les diagnostics électriques à la vente et à la location. En quelques mots, il s'agit de la présence d'un appareil général de commande et de protection à l'origine de l'installation électrique. C'est la première exigence. La seconde porte sur l'association d'un dispositif de protection différentielle à l'origine de l'installation et d'une installation de mise à la terre et d'une prise de terre de résistance appropriée. C'est la seconde. La troisième porte sur la protection de chaque circuit contre les surintensités par des disjoncteurs ou fusibles. La quatrième concerne les règles spécifiques aux locaux contenant une baignoire ou une douche.
et la mise en œuvre d'une lésion équipotentielle supplémentaire dans un tel local. La cinquième et avant-dernière, c'est l'absence de matériel électrique vétuste, inadapté à l'usage ou présentant des risques de contact direct. Et enfin, la dernière des 6 exigences qui nous réunit aujourd'hui, c'est la protection mécanique des conducteurs isolés par des conduits, moulures ou plaintes tout le long de leur parcours. Merci beaucoup. Et bien évidemment, ces 6 points de sécurité, vous les retrouvez sur le site, notamment, j'imagine, de Promotelec, sans aucun souci, ou sur le site du Consuel. Je vous invite à poser des nouvelles questions sur le chat à nos intervenants, si vous le voulez. Pendant que vous le faites, je vais moi-même poser une question. Je vais m'adresser donc à Marc Serra. On a vu que les performances du cheminement de câble ne sont garanties que si les composants sont installés. Et je voulais vous demander, qu'en est-il de la garantie fabricant? Bonjour Anne-Sophie, bonjour à toutes et à tous. Pour avoir un système complet et fiable, ces caractéristiques, par exemple la tenue à la charge ou l'IP4X, doivent être maintenues tout le long du cheminement. Donc pour garantir ces performances, en tant que fabricant, nous testons le système complet, longueur et composants, avec toutes les interactions possibles. Par contre, donc, si une pièce est supprimée ou remplacée, nous ne maîtrisons plus la caractéristique. Nous devons donc garantir les performances sur un système complet, longueur et composants, lorsqu'ils sont étudiés forcément spécifiquement les uns pour les autres. Merci Marc. Je ne sais pas si Anne-Sophie a de nouveau une coupure. J'en profite peut-être pour répondre à une question que j'ai vue sur le chat et que j'étais en train de répondre par écrit. C'est Florence Delettre. Il y avait Thierry Touzard qui demandait les chiffres de l'insécurité électrique. Donc, je vous les ai redonnés. Après, bien évidemment, je peux vous les renvoyer de façon plus complète, mais il était à noter que sur 200 000 cas d'incidents de source électrique, un quart était lié à des problèmes électriques et que à peu près 400 000 dommages électriques par an sont dus à une défaillance électrique, une surtension. Voilà. Précisons quand même que grâce à tous les efforts que les uns et les autres et les professionnels font, et les particuliers aussi, pour s'assurer de cette bonne installation, etc., en 40 ans, on a quand même eu une division par 5 de ces incidents électriques. Mais je vous enverrai, si vous me donnez votre mail, je vous enverrai plus de compléments. Merci Florence. Je ne sais pas si Anne-Sophie nous a rejoint. Ben, j'espère, je ne sais pas si vous m'entendez. C'est les joies de la technologie. Du coup, peut-être, moi je trouve intéressant aussi de se projeter un petit peu sur d'autres marchés. Est-ce qu'en termes de cheminement de câbles et de composants, il y a des différences notables entre le marché français et le marché européen? Peut-être une réaction Valérian Lardillet chez Rexel? Oui, en effet, en fait, en gros, pour différentes raisons, typiquement en France, au moins sur la partie cheminement de câbles métalliques, les écarts peuvent être importants. Lorsqu'en France, on est sur des ratios de 15 à 20% environ, on va dire, en termes de chiffre d'affaires, sur l'utilisation, ou en tout cas la vente de produits composants, qui peuvent concerner les supports, donc on a vu également les éclisses pour assurer la continuité électrique ou tout autre composant de dérivation. Dans d'autres pays limitrophes, pour que les exemples soient peut-être plus concrets à tous, dans d'autres pays limitrophes, ce ratio peut monter jusqu'à 30 voire 35%. Ça peut être lié à différentes raisons. Dans un premier temps, vous pouvez avoir le type de câble installé. Typiquement en Espagne ou en Italie,
les câbles utilisés sont plutôt souples, des câbles souples, des classes 5, ce qui oblige finalement à avoir une installation et une continuité complète du cheminement. Alors qu'en France, on utilise plutôt des câbles rigides de classe 2, à la rigueur, qui peuvent s'installer sur des produits qui auraient été façonnés sur site. Ce qui est la grande, on va dire, ce qui sont les grandes habitudes actuelles en France. Ensuite, vous pouvez également avoir je dirais, des typologies de marché qui facilitent l'utilisation des composants. Si on prend l'exemple de l'Allemagne, qui est un pays très industrialisé, on est confronté à des prescriptions qui vont être très fortes de la part des installateurs et qu'on peut retrouver parfois d'ailleurs lorsqu'ils ont des usines en France ou dans d'autres pays, et donc des prescriptions qui nécessitent l'usage obligatoire et contrôlé par l'usine, par la personne en charge de la qualité de l'usine, donc l'utilisation de tous ces composants de dérivation. Merci beaucoup. Je ne sais pas si les intervenants souhaitent rajouter un petit mot. Si vous permettez, je vais prendre la parole 2 minutes, enfin une petite minute. Intervenant sur plusieurs pays autres que la France, enfin sur deux pays frontaliers autres que la France, il y a aussi des astreintes sécuritaires auxquelles nous sommes confrontés par rapport à l'application de certaines législations sur tout ce qui concerne les risques au feu. Mais bon, ce sont des choses qui sont en évolution en France aussi et donc auxquelles on finira par se trouver confronté et qui vont évoluer naturellement. C'est un point très très important pour la typologie des marchés. Alors je vais citer Allemagne, Luxembourg, Belgique, où il y a vraiment une astreinte très importante. Et je rejoins le monsieur qui vient d'évoquer les chemins de câbles. Dans le cadre des dossiers qui sont représentés dans ces pays, les pièces de forme sont précisées dans le cadre des dossiers d'appel d'offres avec des quantités et des références à respecter scrupuleusement. Et ceci va aussi vers les suspensions, les potences et les pendards, où ils n'acceptent plus vraiment les pendards à la française, mais exigent des pièces de forme totalement, enfin des pendards de type industrialisé. Merci beaucoup pour ce complément. Est-ce qu'il y a d'autres réactions des intervenants? Eh bien, écoutez, s'il n'y en a pas, je crois qu'on a épuisé aussi les quelques questions. Alors, elles étaient très techniques, les dernières questions, donc on apportera les réponses par écrit post-conférence. Du coup, je vais me permettre un petit mot de conclusion, puisque nous arrivons au terme de cette matinale. Permettez-moi tout d'abord de remercier tous les intervenants qui n'ont pas ménagé leur peine pour la préparation de cette webconférence, mais aussi tous les partenaires de cette webconférence, mais plus largement de la campagne. Les composants ne sont pas accessoires. Je veux parler bien sûr de l'ANITEC, du Consuel, de la FDME, de FEDELEC et de la FFIE. Je me permets également de passer un petit coup de chapeau à l'équipe qui a donné jour à cette opération et de citer le groupe de travail communication CMS, Yves et bien sûr Sandra. Vous l'aurez compris, cette conférence est en tout cas, nous l'espérons, ce n'est pas le mot de la fin que nous écrivons, mais le commencement. C'est en effet le commencement de cette campagne, les composants ne sont pas accessoires, avec laquelle nous souhaitons changer le regard sur cette partie intégrante des cheminements de câbles et ainsi faire évoluer certaines habitudes au profit de la performance et de la sécurité électrique des bâtiments. Dans ce challenge, et j'ai oublié l'UNA 3E, effectivement, dans les partenaires, quelle faute grave. je m'en excuse auprès de la dérangée. Je continue mon propos quand même pour dire que dans ce challenge, de changer ce regard sur les composants et de changer, faire évoluer certaines habitudes pour la performance et la sécurité, on pense qu'il y a aussi des nouveaux outils professionnels qui pourraient nous
C'est pourquoi nous co-construisons actuellement un outil de configuration BIM dédié au cheminement de câbles qui sera dans l'avenir pluggable à Revit. L'objectif, c'est effectivement de faciliter pour les bureaux d'études la spécification des besoins avec un détail précis des longueurs et composantes nécessaires. Je crois que ça fait écho à quelques propos que nous avons eus il y a quelques secondes sur effectivement ce qui se passait dans d'autres pays, la précision des CCTP. Et puis, ça sera aussi l'occasion pour l'installateur de chiffrer au plus près et d'optimiser certainement ses chantiers. Et je vais peut-être un petit peu trop loin. Je vous donne plutôt rendez-vous dans un an, à peu près le timing que nous sommes donnés pour la sortie de ce nouvel outil. Et je suis sûre que nous serons très heureux de vous retrouver pour une nouvelle matinale où nous aurons l'occasion de vous le présenter. D'ici là, on compte sur vous pour être les ambassadeurs de cette campagne et je vous souhaite une excellente journée à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci, Bonne au revoir journée. à tous. Au revoir à tout le monde. Bonne journée à tous. Merci, très bonne journée. Bonne journée à tous. Au revoir, bonne journée. Merci, bonne journée. Merci à tous pour cette session très intéressante. Merci. Ça serait pas moi. Je sais pas d'où. Vous coupez vos micros. Qui est encore là?